Messieurs, il nous reste une trentaine, je préfère rapidement que l'on aille donc évoquer cette seconde thématique puisqu'on parlera davantage du terrorisme mais surtout des coups d'État anticonstitutionnels. En tout cas, c'est la trame de fond qui a réuni les chefs d'État africains du côté de Malabo. Un sommet qui s'est donc terminé hier jusqu'au moment où nous sommes d'ailleurs en plateau. On n'a pas de communiqué officiel et relatif et donc au risque donc de nous tromper, on va nous autres tenter de comprendre les raisons véritables donc de la mise sur pied d'un tel sommet, mais surtout le contenu des débats, même si on le sait, ce sont des sujets assez d'actualité parlant du terrorisme qui n'a de cesse en tout cas de gagner le terrain sur le continent africain depuis un très bon moment. Et bien, une trentaine de minutes, monsieur, pour parcourir véritablement de fond en comble cette problématique, président Madakani. Je préfère commencer par vous pour tenter de comprendre l'urgence du contenu de ce sommet-là sur le terrorisme, mais surtout les changements anticonstitutionnels du côté du continent africain. Vraiment, attendez, pour paraphraser Dr Bellec, on souffre beaucoup. Hein. Tout ça, c'est la souffrance, parce qu'en réalité, ça me dit même commenter les réunions des gens de l'Union africaine. Là. Pourquoi qu'il y a rien à faire que de s'asseoir parler des gens là, de leurs réunions. Regardez-moi le thème, terrorisme, changement anticonstitutionnel, n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà des dirigeants et une organisation qui passent son temps à constater le terrorisme sur le continent. C'est-à-dire qu'ils évaluent, ils disent que ça a avancé, c'est parti du Libye pour aller au Mali. Maintenant, ce n'est plus au Mali, c'est au Bénin. Bon, voilà la trajectoire, ça va arriver au Togo. Ce ne sont pas des Africains. Là, vous avez parcouru le contexte qui leur a permis de statuer sur cette affaire. Tout ça, c'est pas l'Afrique, ça. Ils ne sont pas au service des Africains. Il faut arrêter ça. C'est un cinéma. Chacun a ses intérêts. On vient de l'Union africaine, chaque pays a ses intérêts. Et chacun se positionne en fonction de son intérêt. Et vous avez se coiffé par la conférence des chefs d'État. Et monsieur le secrétaire, le président de la commission, lui, il a les marges qu'on lui donne. Quand le président se réunit, c'est lui le patron. Et qu'est-ce qu'il fait le monsieur Mahamat Faki, il profite son image. Je vous ai dit qu'il veut rentrer, il veut jouer un rôle au Tchad. Vous avez dit ça. Parce que quand vous écoutez son discours de ce monsieur, le discours de monsieur Mahamat Faki, ça dit que vous ne savez même pas de quoi est-ce qu'il parle. Terrorisme, ça ne veut rien dire. On ne peut pas se réunir pour débattre du terrorisme. Ça n'a pas de sens. On se réunit pour combattre les terroristes. Et pour évaluer quel niveau sommes-nous dans le combat contre les terroristes. Mais les chefs d'État de l'Union africaine se sont réunis pour parler du terrorisme. On a dit bavarder. 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 C'est la première chose. C'est-à-dire que quand ils disent sur le terrorisme, ils reprennent à leur compte, n'est-ce pas, des paradigmes géopolitiques, opérationnels, qui viennent d'ailleurs et qui font leur preuve sur le continent. C'est-à-dire que les gens ont tué Kadhafi, ils ont transporté les djihadistes, ils ont amené en Afrique, ils ont détruit le Sahel, le continent est à feu et à sang. Et que fait l'Union africaine? L'Union africaine reprend à son compte les thèmes définis par ces gens-là, et se réunit pour discuter sur le terrorisme. Au lieu de lutter contre les terroristes et d'évaluer. Or, lutter contre les terroristes, mon cher ami, c'est affronter les États-Unis, c'est affronter l'Occident. Ils ne sont pas à la hauteur. Je vous ai dit pourquoi. Leur argent, c'est en Europe. Ils croient au dollar, ces gens-là. Leurs enfants, leurs familles, ils les sécurisent en Europe. Ils ne croient pas à l'Afrique. Et Washington le sait. C'est pour ça que Washington a parlé de ça. Le vrai thème de cette réunion, ce serait été quoi? Cette loi américaine qui vient d'être votée aux États-Unis. C'est ça. Si on avait affaire de vrais chefs d'État africains, le débat, il n'y a pas deux thèmes sur la table. Le débat, c'est de parler, n'est-ce pas, de cette loi que les Américains viennent de voter. Alors, vous parlez du terrorisme. Parmi ces chefs d'État-là, il y a plein de terroristes qui sont assis là, déguisés en chefs d'État. Ils sont là. Il y en a qui sont arrivés au pouvoir par la terreur. Il y en a qui soutiennent les terroristes. Vous comprenez? Terroristes. Il y en a qui disent qu'ils sont contre les coups d'État, mais veulent renverser des dirigeants d'autres pays par des coups d'État.
Vous êtes sérieux quand vous faites une réunion contre le terrorisme? Vous avez M. Ouattara dans la salle. Vous avez M. Bazoum dans la salle. Vous avez même le président angolais. Il n'est pas clair, ce monsieur. Vous avez Tshisekedi dans la salle. Vous avez Paul Kagame dans la salle. Et les gens disent, c'est un bon dirigeant. Le Rwanda avance. Mais la Côte d'Ivoire va avancer. C'était le modèle hein, qu'on enseignait partout à l'université. C'est le modèle de la Côte d'Ivoire. La France avait... Quand tu parlais à la France, tu dis que voici le modèle qui montre que la relation France-Afrique marche très bien. Allez, le modèle ivoirien. Voilà ça aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est morte, mais les Français ont, ont renforcé la même mise sur la Côte d'Ivoire. Pendant que la Côte d'Ivoire échappe aux Ivoiriens, les Français et les étrangers renforcent la même mise. C'est ça le modèle. Donc le Rwanda avance. Il avance très bien, le Rwanda, vers la même mise de l'étranger sur ce pays pour continuer à faire le sale travail contre l'Afrique. Alors, M. Tshisekedi va dire quoi dans ce truc? Il va dire quoi, Kagame? Quand il va finir de s'engueuler, Kagame, est-ce qu'il peut parler des Américains qui mènent le feu au Congo? Parce que lui vient de quel lobby, Tshisekedi? Il peut parler for foreign, le Council for Foreign Relations, qui sont séparés. C'est de n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, mon cher ami. Donc, le vrai débat aujourd'hui, il y avait un seul point de jour, c'est la loi que les Américains viennent de voter. Et un deuxième point secondaire, si on est sérieux, l'enjeu de l'OMS, où on veut arracher leur souveraineté. Oui, ils vont dire, ok, on s'est opposé. Ben, vous avez dit, deuxième round, c'est dans 6 mois. On va voir. On va voir. C'est bien de s'être opposé. On est content, on félicite ça. S'être opposé aux Américains, c'est bien. Félicitations, monsieur le président, et les représentants des pays africains à l'OMS. Mais dans 6 mois, il y a un autre round. On va faire comment? Et quand vous voulez parler de la loi américaine, hein, quand on mettra sur la table de choisir, et dit ok, d'accord, nous on est prêt à retirer cette loi, n'est-ce pas, pourvu que vous acceptez le protocole qu'on veut imposer à l'OMS, comment les présidents vont se lever? M. Ouattara va s'opposer à ça, sauf si dans leur sagesse, n'est-ce pas, ils estiment que dans 6 mois, M. Biden ne sera plus là. Mais ce n'est pas ça un calcul géopolitique. On ne fait pas de la géopolitique en misant sur l'action des personnes sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Le béaba de la géopolitique, c'est d'abord miser sur soi-même et ses capacités à agir et amener l'autre à agir. C'est ça la loi de la géopolitique. Ce n'est pas de s'asseoir et dire que non, bon, je peux laisser tranquille parce que, dans l'autre pays là, il va voir ça. Mais ça ne peut pas marcher. Tu fais comment à ce moment-là? C'est dangereux. Alors, les changements anticonstitutionnels, voilà encore une autre curiosité. Et les gens s'assoient pour discuter des changements anticonstitutionnels. Bon, vous allez condamner le Mali? C'est l'Union africaine, non? Mais il faut donc condamner le Mali. Mais est-ce que c'est... Faites une résolution? Oui, allez-y. Est-ce que ceux qui sont censés censurer le Mali sont habilités à le faire ou alors sont légitimes à le faire quand on... Oui, très belle question. Mais c'est pas moi qui vous pose la question. C'est à eux. C'est aux gens qui sont réunis là. C'est à eux qu'il faut demander la question. C'est une très belle question que vous posez. C'est-à-dire c'est quand même curieux. Donc, si les changements sont anticonstitutionnels, il faudra que l'Union africaine prenne une résolution pour condamner le Mali. S'ils sont cohérents avec leur réunion là, vous avez changement anticonstitutionnel, même anticonstitutionnel. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. On a l'impression que les gens se réunissent pour protéger leur pouvoir, pour parler pour ça que chacun veut protéger son pouvoir. Ça veut dire quoi, changement anticonstitutionnel? Ça veut dire quoi? Celui qui a financé ça, qui a financé l'Union africaine, a financé toute cette mutation de l'OUA à l'Union africaine, ça s'appelait Kadhafi, non? Il a le pouvoir comment? Je pose la question. Pas un coup d'État, monsieur. Est-ce que vous êtes donc en train de légitimer les coups d'État, président Madoukan? Bon, on ne me ferait pas avec les choses comme ça. Je vous rassure, ça ne me ferait pas les choses comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de ça. Aucun de nous n'a jamais légitimé un coup d'État. Moi, je légitime un coup d'État. Non, je ne suis pas même pas entré dans ça. C'est cela jouer leur jeu. C'est cela jouer leur jeu. On se lève le matin, on constate qu'il y a un coup d'État dans un pays. C'est nous qui faisons le coup d'État. Alors, si vous étiez sérieux, vous empêcherez les coups d'État. Ça les dépasse eux-mêmes. Parce que c'est quand même des gens incompréhensibles. Ils continuent à croire qu'on peut exister en Afrique sans comprendre que le sort d'un pays africain dépend de notre pays africain et qu'il faut qu'on ait la conscience opérationnelle de l'unité africaine. Et que par rapport à ça, il y a des comportements qui doivent cesser rapidement. Qui peut prendre au sérieux un machin comme ça, qui n'arrive pas à se financer? Alors qu'il y a des présidents qui ont une fortune supérieure aux cotisations là pendant 100 ans. C'est sérieux ça? Ils osent même se réunir
Et un pantin comme ça qui est là, qui va venir faire des discours pour plaire ses patrons européens. Le débat en Afrique, c'est ça? Voilà le débat en Afrique. C'est ça le débat en Afrique. Voici un continent qui a montré au monde entier que le coronavirus c'est n'importe quoi. De manière magistrale. Mais l'Union africaine a honte de valoriser ça. Honte. Honte. Aucun représentant africain devant l'OMS dit que voici les performances de l'Afrique pendant le coronavirus. Personne. C'est Macron qui parle. Un faux rien comme ça qui a tué son pays. Qui a tué les gens sur lui. C'est lui qui parle à l'OMS. Personne n'a le courage de valoriser ce que l'Afrique a apporté en matière de l'OMS. On parle seulement de ça. Personne n'a mis sur la table le fait que les Africains ont tenu leurs engagements internationaux plus que personne ne l'a fait. Et qu'en face, il y a eu ingratitude, trahison, violation des engagements internationaux. L'Union européenne a violé ses engagements internationaux. Le programme d'ajustement structurel, c'est la violation des engagements internationaux de ces pays-là et de cette organisation-là. Mon cher. Et ça a coûté, en Afrique, c'est des milliers, des millions de morts. C'est des familles ruinées, les emplois ruinés, les entreprises ruinées. Violation des engagements. La paix, c'est quoi? C'est une violation flagrante des engagements internationaux occidentaux. Vous comprenez? Il y a tout ça. Mais c'est un vrai débat. Personne ne les met sur la table. Parle pas. Ils sont des histoires, à quoi des histoires, matin, midi, soir, changement anticonstitutionnel. Oh bien, ok. Il faut qu'on aille le Mali. Il faut qu'on aille le Burkina Faso. Parce qu'on a renversé celui qui avait été élu par le ciel et la terre, démocratiquement, M. Kaboré. Il faut qu'on tue jusqu'à loin. Il faut aller pas à faire Condé, le mettre au pouvoir. Mais il faut qu'on soit sérieux. D'accord. Donc il faut que ce sommet-là, on attend voir cette fameuse décision qui est cachée. Tout à fait. Parce qu'on nous dit qu'il y a une décision qui est cachée pendant le public. On va donc voir. Peut-être ça va sauver l'Afrique. et non, on reviendra sur ce plateau pour en parler. Nestor, je vous retrouve parce que le président Joao Manuel Gonçalves, le président angolais, a d'ailleurs été, lui, très précis et très radical sur la question. Nous ne pouvons plus continuer à accepter, plus de 5 décennies après les indépendances africaines, que nous revenions à des comportements qui semblaient déjà avoir été enregistrés dans le passé, évoquant donc cette fois-là les changements anticonstitutionnels sur le continent africain. Il faut se ressaisir et agir avec cohérence, courage et fermeté. Quand on l'a dit, on veut peut-être croire que désormais, en attendant, sous réserve en tout cas du communiqué final, que des sanctions pourraient suivre, en tout cas pour les pays qui sont visiblement indexés, c'est-à-dire votre pays, le Burkina Faso. Ces chefs d'État comédiens là me font rire quoi. Une institution indépendante, est-ce que l'Union africaine gagnerait à chercher à être indépendante? Et cette union là même là, c'est une union de façade et de coquilles. Depuis que Kadhafi est mort, ça n'existe plus. C'est une institution financière. FMI, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et autres. Et c'est cette épilature. Des soucis avec vous. Je crois qu'on va aller retrouver Issa Diawara du côté de Bamako. Et la même question, je vous la pose. Est-ce qu'il va donc falloir s'attendre? Puis vous avez suivi tout à l'heure la déclaration du président Gonçalves de l'Angola qui demande qu'il faille désormais pour l'Union africaine de s'armer de force, de courage, mais surtout de rigueur face aux changements dits anticonstitutionnels sur le continent africain. Et quand on a compris cela, le message qui pourrait se dégager de cette sortie est que il faut s'attendre désormais à des sanctions vis-à-vis de certains pays qui sont considérés comme étant des anti-modèles de démocratie et de gestion sur le continent africain, au rang desquels très certainement le Mali, votre pays. Ok, merci. Monsieur Fabrice, vous savez, moi personnellement, je suis opposé à cette thèse, en tout cas à cette résolution que ce sommet est en train d'accoucher. Je vois que la montagne est en train d'accoucher d'une souris. Vous savez, en réalité, je soutiens les coups d'État dans tous les pays qui sont au service des Occidentaux. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'on ne veut pas de coups d'État. Coup d'État, ça veut dire quoi? Il ne faut pas confondre un coup d'État et une révolution. Ce qui se passe ici, là, au Mali, là, c'est une révolution. Et ce qui va se passer partout où les peuples vont se sentir oppressés, où les peuples vont se sentir très opprimés, où des peuples vont se sentir qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Vous demandez d'organiser une élection présidentielle. Qui organise l'élection? Ce sont les instruments mis en place par l'Occident. Comment les outils de l'Occident permettront à un patriote africain d'accéder au pouvoir? Mais ce n'est pas possible.
Il faut que les patriotes africains arrachent le pouvoir. C'est ce qu'ils sont en train d'anticiper sur cela. C'est ce qu'ils veulent empêcher. Nous aurons toujours des patriotes africains sur des plateaux en train de débattre sans aucun moyen d'accéder au pouvoir. C'est là le vrai problème. Comment permettre aux vrais Africains, comment permettre aux bons patriotes, comment permettre à ceux qui peuvent défendre l'Afrique d'accéder au pouvoir? Par quelle voie on accède au pouvoir? On dit il y a un président sur place. On connaît le président qui est là-bas. Par exemple, en Côte d'Ivoire, vous avez Alassane Dramane Ouattara. Le président de la Cour constitutionnelle, c'est un homme de Dramane Ouattara. Le président de CENI, celui qui doit organiser les élections, c'est un homme de Dramane Ouattara. Mais comment vous voulez qu'un patriote puisse accéder, quelqu'un qui est opposé à la France, puisse venir au pouvoir dans de telles conditions? Ce n'est pas possible. On ne va pas se leurrer, on ne va pas se mentir, on va sortir des gros mots. On ne peut pas, on ne peut qu'arracher le pouvoir, c'est ce que nos ancêtres nous ont appris. À chaque fois que ça n'allait pas en Afrique, et un homme et son clan et sa dynastie essayaient en tout cas de rendre la vie impossible aux autres. Mais il était évident que tout le monde se mettait ensemble, trouvait la bonne formule pour se débarrasser de ces derniers. S'il faut appeler les fétiches pour le renverser, on le fait. S'il faut prendre des armes, on le fait. Le problème est comment prendre le pouvoir, comment arracher la gestion de la chose publique en Afrique des mains de l'Occident. Comment cela peut se faire? Par les urnes. J'ai dit non. Si un panafricain gagne par les urnes, il y aura une crise post-électorale. Ils vont rendre le pays invivable. Ça sera l'anarchie. Ils vont financer à travers leurs ONG à coups de milliards. On fait quoi? L'Union africaine comprenait que c'est un instrument de l'Occident. Parce que l'Occident, qui protège les intérêts de l'Occident, ce sont des marionnettes qu'ils ont mis. Ce ne sont pas des gouverneurs. Ils ne méritent pas le grade de gouverneur, le titre de gouverneur. Ce sont des préfets ou des sous-préfets, des valets des préfets qu'ils ont mis à la tête des États africains. Maintenant, ce sont eux qui garantissent leurs intérêts. Ce sont eux qui leur donnent des marchés. Vous savez cette histoire des passeports maliens, par exemple. Autrefois, avant que la France ne vole ces marchés, le Mali gagnait à peu près 30 000 à 35 000 francs CFA pour chaque passeport. Et l'autre société ne gagnait que 5 000 francs, 4 000 francs, 5 000 francs. Quand la France a repris le marché, la France gagne 30 000 francs et le Mali n'a plus que 5 000 francs comme ça. Mais attends, c'est pas la peine. Mais comment défaire les hommes mis en place pour pérenniser les intérêts des Occidentaux? Puisque quand ils viennent à la tête de tout le corps d'armée, ils mettent leurs marionnettes. Ils contrôlent à la fois les systèmes politiques, les systèmes militaires du pays, les systèmes économiques, tout ça au service de l'Occident. Et tant pis s'il y a les guerres, il y a le pillage, il y a la misère en Afrique, on nous fait passer pour des gens pauvres. Or, nous ne le sommes pas. La France qui est censée être un pays pauvre, aujourd'hui on dit que la France est un pays développé, membre du G7. Mais la France a quoi de façon naturelle que nous ne disposons pas? Et pourquoi la France doit être un pays riche, développé, et qu'aujourd'hui nous, un pays qui fait 2 fois la France, doit avoir comme budget l'équivalent du budget d'une commune de la France? Mais attendez, avec cela, vous voulez que les gens croisent les bras et qu'on attende que les gens viennent tout bonnement par une élection qu'ils vont organiser, des candidatures qui seront validées jusqu'au Quai d'Orsay, des candidatures qu'ils vont valider, on nous fait une mise en scène d'une démocratie. C'est ce que vous attendez? C'est le sommet de l'Union africaine en train d'anticiper sur les réveils des Africains. C'est pourquoi c'est un sommet extraordinaire. Comprenez, apprenons à lire entre les lignes. Ce n'est pas gratuit que c'est un sommet extraordinaire. Ce sommet est extraordinaire pour nous empêcher les vrais patriotes. Voir ce qui est en train de se passer au Mali. La Guinée est presque contaminée. C'est vrai qu'il est venu presque sous le drapeau français. Mais est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il a intérêt à demeurer sous le drapeau français? Non. Là, le Burkina, est-ce que Damima va rester longtemps? Je ne crois pas. J'ai dit Ado est malade, il souffre. Est-ce qu'Ado va réussir un autre mandat? Moi, je ne crois pas. Comment anticiper, comment empêcher tout cela? Des jeunes officiers deviennent de plus en plus patriotes en Afrique. Comment les empêcher d'accéder au pouvoir? Comment ne pas avoir d'autres Assimi Goïta au pouvoir? Voici le sommet qui a été organisé. Et ils ont débattu autour des faux thèmes. Changement climatique. Et ça concerne l'Afrique. Ça, c'est un thème de l'Afrique. Ça, c'est un thème que l'Occident qui a pollué le monde, qui a contribué au changement climatique. Là-bas, au sommet de l'Afrique, on devrait plutôt dire comment dédommager l'Afrique
de ces changements climatiques occasionnés par les puissances industrielles qui ont passé tout leur temps à polluer le monde. Moi, c'est ce que j'attendais. Pas à faire face à un truc politique et changement anticonstitutionnel. Je dis chaque État a sa constitution. Ça n'engage que chaque pays. Ce n'est pas le problème de l'Union africaine. S'il y a des pays qui autorisent des changements anticonstitutionnels, tant mieux. Ce n'est pas un dossier que l'Union africaine doit gérer. On parle, je sais pas, de crise humanitaire. Mais ce sommet-là doit sanctionner les gens qui sont derrière des crises humanitaires en Afrique. Nous ne sommes pas des pauvres. La nature nous a tout donné. Une fois de plus, allons nous rester attendre d'appeler Dieu. Vous savez, une chose s'est passée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les Français partaient à l'église prier Dieu pour vaincre les Allemands. Les Allemands aussi partaient prier Dieu pour vaincre les Français. Qui Dieu doit aider? L'homme est à l'origine de sa bêtise quand même. Mettons Dieu à côté. Dieu a beaucoup de dossiers à gérer là. Il a beaucoup de problèmes à gérer. Nous sommes à l'origine de nos problèmes. Et nous devons être à la solution de nos problèmes. C'est nous, noirs, qui avons accepté de nous vendre à l'homme blanc. C'est nous qui avons accepté de nous trahir. Permettre aux blancs de venir avec ces sociétés. Faire de nos populations, des populations consommatrices. Nous ne sommes que des consommateurs. Et ils sont des producteurs. Ils produisent des armes, ils produisent des balles. Nous achetons armes et balles pour venir nous entretuer. Ils produisent des conneries. Nous partons acheter pour venir nous empoisonner ici. Tout ce qu'ils produisent, nous sommes les premiers consommateurs. Et ils veulent nous garder comme consommateurs. Et ils ont tous les dirigeants, ils ont les systèmes politiques. Les systèmes politiques qui doivent gérer les systèmes sécuritaires et les systèmes économiques. Maintenant, leur combat, c'est l'outil politique. Comment ne pas faire cela? Il faut faire miroiter la démocratie aux Africains. Une démocratie universelle, une démocratie commune, une démocratie qui doit obéir à leur agenda. Et quand vous sortez de cela, on vous dit, vous avez violé quelque chose, on doit vous sanctionner, on doit vous punir. Mais ce que peut-être Assimi Goïta fait, ça va dans le sens du bonheur des Maliens, oui ou non? Comprenez qu'aucun pays africain ne peut faire à la fois le bonheur de son peuple et le bonheur de l'Occident. Les deux n'existent pas. Les deux là sont incompatibles. Les deux là sont incompatibles, c'est de l'incohérence. Soit vous enrichissez votre pays, soit vous enrichissez l'Occident. Faites un choix. Et quand vous faites le choix d'enrichir votre pays, à ce moment, l'Occident fait un bloc. Quand l'Occident fait un bloc, il faut tout mettre en œuvre pour que vous échouez, pour que d'autres pays ne soient pas tentés de suivre votre exemple. C'est ce qui se passe. Comment dissuader les autres? Or, l'Afrique aujourd'hui, le sommet de l'Union africaine doit accoucher des moyens de dissuasif. Comment empêcher l'Occident de venir s'ingérer, nous, dans notre gouvernance politique? Comment empêcher l'Occident de financer en partie le fonctionnement de l'Union africaine? Vous savez, ce sommet, pour moi, ça ressemble à la tontine. Je ne sais pas si beaucoup de femmes le font chez vous, vers vous, au Cameroun. Mais au Mali, c'est une pratique qui est courante. La tontine, les femmes se retrouvent, peut-être chaque semaine, c'est hebdomadaire, ou c'est mensuel. C'est une retrouvaille. Aujourd'hui, on est chez un tel, demain, c'est chez l'autre. C'est-à-dire une rotation. Et la femme sera triste si, quand le tour est chez elle, et qu'il y a une amie qui n'est pas venue. Donc quand le sommet est peut-être en Guinée équatoriale, dans un pays, et qu'il y a un chef d'État qui ne vient pas, celui qui abrite le sommet risque d'être pressé, il risque de s'énerver. Voici des mises en scène, de gaspillage d'argent. Le sommet ne traite pas de vrais problèmes d'Afrique. Nous avons des problèmes sérieux qu'il faut traiter. Les problèmes d'indépendance. Comment nous libérer, comment nous affirmer, comment nous hausser à la hauteur des autres continents. Comment faire de l'homme noir un homme épanoui, un homme qui soit, un homme qui doit être sûr de sa race, un homme qui doit prouver que sa race est la meilleure des races, qui peut résister, qui peut vivre, qui peut, en tout cas, qui peut être en harmonie avec tous les climats. Une race qui peut résister à beaucoup de maladies. Comment valoriser cela? Comment sortir du complexe d'infériorité? Comment nous industrialiser? Comment nous permettre nous-mêmes de fabriquer des armes à la hauteur des guerres qui nous sont imposées? Comment mettre fin à des guerres entre nous? Comment empêcher par exemple aujourd'hui le Rwanda d'agresser la RD Congo? Voici des problèmes qu'il faut mettre sur la table. Comment régler ce qui se passe au Soudan du Sud? Merci à vous, Général Issa Diawara. Malheureusement, on est pris par les contraintes du temps.
Je crois que c'est le mien. Général Issa Diawara, je crois qu'on va revenir en plateau pour nous permettre, monsieur, d'évacuer rapidement davantage cette thématique pour Saint-Belay. Je préfère commencer par avant de terminer avec Oubetan Tatina sur une lecture beaucoup plus approfondie sur le plan politique. Alors, pour Saint-Belay qu'on a suivi tout à l'heure, le général Issa Diawara, qui croit d'ailleurs savoir que l'on s'écarte véritablement des débats réels du continent africain et que davantage ce sommet, dit-on extraordinaire, avait pour mission, d'après lui, davantage de faiblir davantage cette dynamique révolutionnaire mise en place depuis un moment et qui commençait dynamique africaine, c'est déjà le fait que les populations africaines sont en éveil, y compris dans la diaspora. Donc c'est pas en faisant des chemins de chefs d'État que tout le monde n'est pas au courant que ça a lieu, hein, que ça va changer quoi que ce soit dans nos terres. Alors maintenant pour les coups d'État, moi je suis pour les coups d'État, je suis pas contre les coups d'État, parce que la seule chose qui compte c'est à qui profite, si on veut appeler ça comme ça, le crime. Si on veut mettre le mot crime, pour que tout le monde comprenne dans le langage habituel, non? C'est ce qu'on dit, au niveau de la police quoi. Si ça profite au peuple, c'est bien. Les Français, jusqu'à aujourd'hui, on parle du coup de Napoléon. Bonaparte, c'est pas un chiste. Il prend le pouvoir par un putsch, aidé par son frère Lucien et toute la clique franc-maçonne. C'est comme ça que Bonaparte. Ça a duré une bonne quinzaine d'années. Il fait quoi? Il fait des guerres, des boucheries. Voilà. Et bien sûr, tout le monde sait que les guerres de Bonaparte, c'est des boucheries. C'était des guerres qui, sur le champ de bataille, on pouvait laisser 20, 30 000, 40 000 cadavres. Voilà. Alors, maintenant, le premier coup d'État de l'humanité, pour bien montrer que nous, les Africains, nous n'avons rien contre les coups d'État. Ça va, c'est juste dans quel sens ça va, quoi. Ça profite au peuple ou pas. C'est que le premier coup d'État de l'humanité, c'est pas en Afrique. C'est en Afrique. En Égypte ancienne. Fait par le général Horemheb. Avec l'appui des grands prêtres. Puisque c'est eux qui faisaient office, les grands prêtres faisaient office du Conseil constitutionnel. C'est eux qui approuvent qui devient roi ou pas. Et il a fait un coup d'État qui était approuvé par les grands prêtres, les prêtres de Thèbes. Horemheb a fait un coup d'État. C'est un militaire, un général. Et il fonde sa dynastie. Enfin, pas lui, mais le général qui va le suivre. Donc son bras droit, quoi, qui est Séti Ier, fonde la dynastie. Sortiront en particulier Ramsès II, non? Ramsès II, ce fils de Séti Ier. Voilà. Donc le coup d'État, nous, on n'a pas peur de ça, on en réclame quand c'est nécessaire. Voilà. Et quand c'est pas nécessaire, on n'en veut pas. En général, ils sont commandités par l'étranger qui, lui, il est content de ça. En général, le putschiste qui est acclamé par la communauté dite internationale, eh ben, il est invité partout à Washington, il est reçu. Hein? Mais c'est pas ça que nous on veut. Nous, on est là pour le... Ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas se faire plaisir parce qu'on a de bonnes idées. Non. Et qu'elles sont affirmées. Non. Et que les gens les consomment. Non. La question, c'est liberté totale du continent africain. Les colons qui ont eu le malheur de mettre leurs pieds ici, il est temps qu'ils n'aient plus leur mot à dire. La diaspora qui nous a obligés, c'est-à-dire par exemple le fait du commerce esclavagiste là, à constituer, que ce soit dans les Amériques et même encore aujourd'hui, à travers la colonisation, le néocolonialisme dans les pays occidentaux, il leur faut un bon niveau de vie, il faut qu'ils s'affirment. Mais ça passe par l'affirmation du continent africain. Parce que regardez, ça donne des gens, des absurdités, comme M. Grégory Mix, qui va voter pour le pouvoir blanc alors qu'il est noir. Donc, en quelque part, en train de cracher sur tous ceux qui sont battus pour les droits civiques, que ce soit Malcolm X ou Martin Luther King, et même les blancs qui soutenaient ce mouvement. Voilà que celui-ci crache sur leur tombe. Il y a eu un massacre de plus d'une dizaine de noirs dans un supermarché il n'y a pas longtemps. Est-ce que CNN et toutes les presses américaines en ont fait cas? Non. Il a fallu qu'il y ait un autre massacre, cette fois commis par un jeune hispanique, sur d'autres hispaniques, alors que le premier massacre fait sur les Noirs était fait par un jeune suprémaciste blanc qui s'en réclamait. On n'en a pas fait grand cas. Donc on ne peut pas continuer comme ça,
Sur notre continent, nous misérons, alors que c'est le continent d'origine de l'humanité. Sur les autres continents, nos descendants misèrent. Et puis même, les autres aussi, qui subissent un système aussi inique que le capitalisme, qu'on veut nous émanant de Dieu. Très bien, guerre de Corée. L'Amérique expulse les États-Unis après avoir fait la guerre à la France. 30 ans de guerre, 1964, pour qu'il y ait maintenant. Encore aujourd'hui, la Chine, puissance comme la Chine, elle est divisée de Taïwan. Entre-temps, il y avait Macao, qui appartenait au Hong Kong, il a failli négocier avec les Anglais, Singapour, tout ça c'est la Chine. Hein. Puis, c'est des petits États qui continuent à avoir d'autres. J'avoue que c'est de la Chine. Il n'y a pas que Taïwan. Hein. Et donc, on en vient à la guerre de la Yougoslavie, qui est démantelée, là on est en Europe, démantelée. Un État qui avait une certaine taille et réunissait des populations de l'Europe de l'Est, on l'a démantelé. Okay. On a déporté le président à la CPI, Cour pénale internationale. En tout cas, une Cour pénale spéciale pour la Yougoslavie. Il en est mort là-bas. Et ça continue. Et l'Irak. Avant l'Irak, la guerre entre Iran et Irak a été provoquée. Et puis il y a eu l'Irak, l'Afghanistan, l'Irak. Et finalement, nous aussi, on a reçu un coup ici avec la Libye. Et toutes les conséquences de la Libye. Donc jusqu'à arriver au Mali, aujourd'hui, le Niger, tout ça. Boko Haram au Cameroun, au Nigeria, parce que Boko Haram a utilisé le terrain malien comme terrain d'entraînement, avec AQMI, voilà. Et il y a eu quoi? La Syrie, et le Yémen, et la partition du Soudan du Nord, Soudan du Sud, et il n'y a pas longtemps encore, tentative en Éthiopie, de partition. Heureusement que Abiy Ahmed, là, il a mis, non. Là, justement, lui, il a appliqué le principe victoire militaire. Il est temps que les autorités, c'est que même, voilà, revenons sur ce thème précis là, ils se réunissent parce que bon, les coups d'État, ça suffit, c'est anticonstitutionnel, mais qui fait la Constitution? Lorsqu'on nous a imposé la République, est-ce qu'on a réuni le peuple africain pour leur dire d'approuver la République? Bon, il n'y a pas que les républiques, il y a quelques royaumes, mais ils ne sont pas nombreux. Je vais citer quelques royaumes. Le Botswana, les Swatini, le Maroc. Quant à l'Éthiopie, il y a longtemps que la royauté est finie là-bas, vous savez comment, voilà. Le coup d'état de Mengistu. Bon, je dis pas que c'était mauvais celui-là. Hein. Bon, oui, je dis pas que c'était mauvais, mais bon. Mais l'essentiel, c'est les républiques qu'on nous a imposées, sans nous demander notre avis. Voilà. Et c'est anticonstitutionnel. Parce que la Constitution aurait voulu qu'on demande d'abord l'avis des représentants des peuples africains. Vous êtes d'accord pour la République? Quelque chose qui est étranger à l'Afrique? Oui ou non? On ne nous a jamais demandé. Donc, ils se réunissent. Alors, le budget, pourquoi ils ne discutent pas de leur propre budget? Il y a des pays même là, qui ne sont même pas à jour de leur cotisation. Pourquoi ils discutent? Le budget je ne vais pas tenir compte du fait que l'Union africaine est financée. Prenons seulement l'argent qui est annoncé là, le budget 2022, qui est autour de 650 milliards de dollars. Mais c'est 200 fois plus faible que le budget de l'Union européenne, où il y a beaucoup moins d'États. Et quand je dis le budget de l'Union européenne, c'est le budget déclaré de l'Union européenne. C'est rien. Alors que c'est la population la plus jeune, c'est là où il y a plus de choses à faire, là il y a les guerres, là où il y a tout à reconstruire. Vous voyez? On n'est pas capable de discuter, c'est important. Si ça avait été les Européens, ils discuteraient d'abord de leur budget, parce que c'est ça qui fait fonctionner. Ils discuter du budget et de voir quels sont ceux qui sont en retard des cotisations, et pour quelles raisons, et comment les aider. Non, on vient nous parler de... Il faut arrêter les... Parce que tout simplement, c'est motivé de l'extérieur. D'accord. Merci à vous. Il faut que je chute. Oui, vraiment, si c'est possible en temps son... Il faut, donc je chute. D'accord. Allez, merci à vous. Bertrand Tachindar, est-ce que rapidement avoir votre lecture autour de ce sommet? Oui, ça devient même embêtant d'en parler. Ça devient embêtant d'en parler parce que
Nous, on ne croit plus à cette organisation panafricaine et on ne suit plus les sommets. On n'y va même plus. Il y avait des sommets comme ça, Afrique Média allait même jusqu'à dans les coulisses, ça nous intéresse plus, c'est une perte de temps. Nous préférons centrer nos discussions sur les questions maliennes et continuer à expliquer les enjeux et soutenir ce pays. Mais je veux bien aimer ces chefs d'État. En fin d'année, il y aura certains parmi eux qui seront plus chefs d'État, seront chassés. Ben, ils sont là, ils font la photo de famille, prenons les paris, attendons décembre, il y aura certains là. Ben, le dernier sommet, il y avait certains qui étaient là chefs d'État. Est-ce qu'ils sont chefs d'État? Est-ce qu'on commande un coup d'État? Vous parlez du terrorisme. Ben, moi, je croyais qu'ils poseraient un sommet comme ça et posaient les problématiques, par exemple sur le coronavirus, les problématiques des pandémies futures. Il y a des pandémies qui arrivent. Hein. On démantèle des laboratoires en Ukraine hein, et c'est pas fini. Hein. Poser des problématiques, les rédier, la problématique du coronavirus. C'est quoi pourquoi l'Afrique ne peut pas mettre sur pied une commission d'enquête internationale pour comprendre cette histoire-là? Quelle est cette idiotie? Allons même dans le cas où le vaccin est une solution. L'Afrique ne peut pas produire le vaccin. Les enfants africains ne peuvent pas. Vous me demandez, moi, M. Bertrand Tassinda, de me faire inoculer de quelque chose qui a été conçu par l'OMS et par M. Biden, quelque part dans le noir obscur. Ils ne veulent pas poser les problématiques claires. Or, on leur avait expliqué que vous aurez 10 millions de morts. Pour une fois, l'Afrique va sortir la grande gagnante d'un enjeu terrible, même d'un enjeu, comment je peux dire que technologique. De savoir que on ne sait comment ce continent, à partir de ses ressources internes thérapeutiques, de ses protocoles, de son protocole, a réussi à être grand vainqueur de cette histoire. Pourquoi ils ne peuvent même pas savourer, être dire que nous sommes fiers de l'Afrique? Rien du tout. Le terrorisme, j'aurais aimé qu'ils fassent une déclaration conjointe et disent, vous savez comment a été tué le président Kadhafi et comment le terrorisme est arrivé dans notre continent? Plus jamais, nous Africains, n'allons accepter ça. Maître, on tient en somme alors qu'il y a... Plus jamais. Il y a le gendarme du Sahel. Pas une minute de silence. Voilà. Pourtant, voilà l'héritage que Kadhafi leur laisse. Kadhafi laisse les études et même un début d'argent pour une banque centrale africaine. Logé au Nigeria. Kadhafi leur laisse un fonds monétaire africain, logé sur Yaoundé. Une banque africaine d'investissement à Citre. Il y avait déjà mis, je crois, 40 milliards de dollars. Il laisse un fonds de pension libyen, 400 milliards de dollars. Pillé. Pillé. C'est un argent qui aurait pu non seulement relancer la Libye, reconstruire la Libye, aider à tirer la croissance africaine, résoudre les problèmes africains. Et en plus, une stratégie de mettre sur pied la force armée africaine. Ce sont les enfants africains qui peuvent se battre. Mais qui en parle? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, ça ne nous intéresse plus. Bon, c'est l'actualité, il faut parler de changement constitutionnel à la tête des États. C'est eux qui avaient adopté une déclaration commune de sortie de la CPI. Qui est sorti? Les gens qui n'ont même pas courageux. Souvenez, M. Mbelek. On a pris un chef d'État africain sur la base de mensonges. Un petit président français comme ça, condamné en France, en tribunal correctionnel, bandit voyou, va instrumentaliser d'autres présidents africains. On prendra un comme ça en Afrique. On va amener à la CPI. On va nous expliquer que c'est un criminel contre l'humanité. Il a posé des crimes de guerre. On va lui juger 6 ans de procès. Pas un semblant de preuve. On va le libérer. Ils ne vont pas poser la problématique de dire que, mais cette histoire, c'est quoi cette histoire? Ils ont voté une déclaration commune, on va sortir de cette histoire. Qui est sorti? Qu'est-ce qu'ils pensent, eux, de la CPI? Qu'est-ce qu'ils pensent, eux, de la CPI? Et on va nous servir une histoire où on prendra M. Hissène Habré. Mais vous êtes sérieux? Vous pouvez juger Hissène Habré sans juger Jean-Christophe Mitterrand. Comment vous jugez Hissène Habré et Jean-Christophe Mitterrand se prélassent en France? Mais voilà, Africains. J'ai souvent l'habitude de dire ici que nous faisons honte. Guerre en Ukraine. Des enjeux terribles ne s'y jouent pas en Ukraine. Mais, lui, à défaut de vous prononcer, mais l'Afrique doit clairement apporter un soutien à la Russie. Clairement. Et on vous rabâche les trucs du genre, oh non, vous quittez 1 mètre pour 1 mètre. Mais soyons sérieux. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir des alliances géostratégiques avec un fort pour devenir fort. Tout à fait. Mais oui, chacun de nous aussi demande à son fils d'être ami d'un fort à l'école. C'est important. Quand
quand l'Europe sort de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien les Européens mangent leurs animaux de compagnie. L'Europe est ruinée. Ils mangent leurs chats, ils mangent leurs chiens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'allient à deux forts, à deux grandes puissances géopolitiques. À l'Afrique, qui va fournir les matières premières, les bras et les cerveaux pour reconstruire l'Europe. Et ils s'allient aux États-Unis. Les États-Unis vont démanteler du vieux matériel industriel, agricole, pour l'amener en Europe et mettre les dollars. Donc l'Europe s'appuie sur deux forts, deux grandes puissances géopolitiques, les États-Unis et l'Afrique, pour se reconstruire. Au moment où nous parlons, l'Europe est même sous occupation parce qu'il y a 250 000 soldats américains qui stationnent en Allemagne. Mais nous, où est le problème d'être allié à la Russie? Le problème, il est où? L'Afrique devait réaffirmer son non-alignement et dire surtout que nous apportons un soutien clair à M. Poutine. Ils ne veulent pas se prononcer sur ces questions. Les questions de précarité. Mais comment vous réglez les pressions de précarité quand vous ne posez pas des problématiques claires? Voilà des présidents à qui on dit vous êtes des dictateurs, vous ne faites rien, vous ne construisez pas les routes. Mais vous avez 50% des réserves en devises qui sont dans un pays. Regardez ce qu'est obligé de faire le président centrafricain. C'est-à-dire que même un artifice qu'il ne maîtrise pas à 100%, il est obligé d'en faire de la crypto-monnaie une monnaie légale dans son pays. Alors que c'est un artifice qu'il ne maîtrise pas à 100%, tout simplement parce qu'il veut échapper à cette crapulerie de dire que si je décide de mettre sur pied une industrie, une exploitation minière, mais quand même que cet argent profite à mon pays. Donc, ils se réunissent, ils disent, oui, on ne veut pas du coup d'État, des changements constitutionnels. On n'appelle pas le coup d'État. On n'appelle pas le coup d'État. Mais il y aura des coups d'État. Monsieur Mbelek, ben, vous êtes pour les coups d'État? Moi, je suis pas contre. Eh ben, moi, j'ai même envie de dire que si vous n'êtes pas contre, moi, je ne condamne pas tous les coups d'État. Donc, je suis un légaliste, mais excusez-moi, mais quand M. Ouattara arrive au pouvoir, c'est quoi? Guillaume Soro qui est à la tête d'une rébellion. C'est un coup d'amour? Non, sérieux, à la Côte d'Ivoire, là, sérieux, qu'est-ce qui amène M. Ouattara au pouvoir, porté par M. Guillaume Soro et là. Le président Vanda le dit, 80% de leur budget, ils ne peuvent même pas assumer. M. Moussa Faki joue l'élection présidentielle, il compte sur la transition pour venir se présenter. Il nous trouvera en face, parce qu'il ne veut plus prononcer le nom. Idriss Déby Itno, il ne veut plus prononcer ce nom. Il ne peut pas avoir une minute de silence pour ce monsieur. Son armée était sur tous les fronts. Au Mali, au Cameroun, au Nigeria, partout. Il ne peut pas avoir une minute de silence. Il ne prononce plus le nom là, M. Idriss Déby Itno. Qui était M. Moussa Faki avant le président, le maréchal Idriss Déby? Qui était? Il compte justement à le soutenir parce qu'il y avait même deux candidats dans la CEMAC. La Guinée équatoriale avait un candidat. Et donc le président Déby a fait jouer des coudes pour dire à ses pairs, soutenez mon poulain. C'est une créature du président Déby. Il ne veut même plus prononcer son nom. Il compte sur la fin de la transition pour qu'il pose sa candidature, il soit candidat et puis il arrive au pouvoir. Avec le comportement aujourd'hui curieux du fils Déby. Je préfère dire comme ça, le comportement curieux du fils Déby. Nous vraiment, c'est des débats qu'il faut mettre à truc. Je chute pour dire que bon, comprenez mon agacement dans cette histoire et on verra bien. D'accord. On verra bien ce que ça va donner. Merci infiniment à vous, très cher monsieur. Le temps à nous imparti est largement dépassé, Nestor Poulassé. Merci également au général Issa Diarra, président Madakane. Merci infiniment d'avoir été des nôtres dans le cadre de cette autre édition du débat panafricain. Vous nous avez suivis en rang serré ce soir dans le cadre de cette première partie. Ne zappez surtout pas parce que la seconde partie s'installe dans moins de 20